Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. Au programme du jour, les dernières belles semaines pour le club de la capitale. Des victoires, 3, et un maintien qui se profile de plus en plus. Bref, on a un programme qui sera pas mal chargé aujourd'hui. Et pour m'accompagner sur cet épisode, une fois de plus en tête à tête, c'est Lilian. Salut Lilian. Salut Flavien, salut à tous. Alors, on a des podcasts en ce moment, je sais pas toi, mais qui sont un peu plus heureux, on va dire, à réaliser. Un peu plus heureux, et puis j'ai l'impression qu'ils s'enchaînent. Pourtant, le précédent, ça fait au moins 2-3 semaines, mais il y a tellement de matchs qui s'enchaînent que j'ai l'impression qu'au final, on revient vite au micro, derrière le micro pour en parler. Mais là, ouais, comme tu le dis, ça va être très positif, je pense. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a eu 4 matchs depuis qu'on a fait le dernier podcast. Bref, il y aura un gros programme et plein de matchs à débriefer. Comme d'habitude, avant de démarrer, je vous rappelle juste que vous pouvez nous suivre sur Twitter, @ParisB-8OnAir, sur Facebook et sur Instagram, c'est Paris Basketball on Air. Évidemment, comme d'habitude, il y a aussi le site parisbasketball-onair.fr. Et nous, on va démarrer tout de suite. Paris Basketball on Air, saison 3, épisode 9. C'est parti. I'm Kyle Allman, the new player of Paris Basket, and you're listening to Paris Basket on Air. Et oui, on vous le disait du coup en préambule, ça va mieux pour le Paris Basketball depuis quelques semaines. On en avait déjà un peu parlé sur le podcast après le match contre Monaco, une défaite contre l'ASM. Là, aujourd'hui, on va débriefer 4 matchs, 3 victoires, une défaite, dont 4 matchs serrés, on va dire. Paris aujourd'hui est 14e de Betclic Elite avec 11 victoires, 16 défaites. Un maintien qui se profile de plus en plus, même s'il n'est pas encore totalement acquis. Il est quand même en plutôt bonne voie et pourrait même presque être acquis dans la semaine prochaine, à voir en fonction des résultats du Paris Basketball. Paris a aujourd'hui 3 victoires d'avance sur le premier relégable qui est Fos-sur-Mer, Fos qui est le prochain adversaire de Paris. Enfin bref, une ambiance en tout cas du côté du Paris Basketball qui est un peu plus saine. Lilian, voilà, on a vu 4 matchs de plutôt bon niveau côté Paris. Qu'est-ce qu'on en retient très généralement ? Un changement drastique dans le niveau de jeu que peut produire Paris, dans le niveau collectif, mais ça vient surtout. J'ai envie de me dire si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que c'est pas forcément comment dire, collectivement que Paris joue mieux, mais c'est surtout toutes les individualités qui performent mieux et qui du coup font que l'équipe forcément est bien meilleure. Surtout sur les 4 matchs, même s'il y a eu une défaite au dernier contre Roanne, vraiment il y a là pour le coup Paris s'est trouvé une constance sur ces derniers matchs d'évoluer à un très bon niveau. Et puis ce qui est intéressant sur les quatre rencontres, c'est qu'il y a des choses qui reviennent. Et on va notamment parler Juan Bégarin, qui a considérablement haussé son niveau de jeu. Kyle Allman qui montre qu'il a pu encore franchir un cap, même s'il jouait très très bien cette saison. Et puis le duo Sleva-Kamagaté qui ne cesse de s'affirmer. Mais vraiment, quasiment tous les joueurs de Paris là ont haussé leur niveau de jeu, et c'est ce qui fait la plus grande différence et ce qui a permis aux Parisiens d'engranger 3 victoires qui désormais leur assurent quasiment le maintien en Betclic Elite pour cette saison. C'est vrai que tu parles d'individualité, je suis plutôt d'accord sur le versant offensif. Peut-être qu'en défensivement, je trouve qu'il y a quand même une meilleure qualité collective. Voilà, je trouve qu'on s'entend beaucoup mieux sur le terrain, on se comprend beaucoup plus en défense. Mais c'est vrai qu'en attaque, ça rend l'adresse en ce moment côté parisien est vraiment, vraiment énorme. Elle surperforme même. Mais dans la globalité, c'est vrai qu'on voit des individualités quasiment sur tous les postes. De toute façon, on va y revenir tout au long de ce podcast. C'est un peu notre fil rouge. Ça va être les individualités qu'on surperformé, on va dire, depuis 3-4 matchs. Peut-être pas surperformé, mais qu'on peut-être retrouvé leur meilleur niveau. Voilà, aujourd'hui, que ce soit les arrières, que ce soit les ailiers, que ce soit les intérieurs, dans la globalité des cas individuels, les joueurs parisiens ont retrouvé un peu ce mojo et se sont adaptés peut-être aussi à la Betclic Elite. Ça a mis beaucoup de temps, en tout cas, plein de changements aussi dans l'effectif. On a vu Kylo Quinn partir mi-février, Axel Toupane qui s'est blessé, Paris qui a commencé à gagner juste après sa blessure, Amarassi qui va peut-être revenir. Il y a pas mal de petites choses. Et c'est vrai que si on doit
porter un premier constat, c'est l'individuel, c'est chaque joueur du Paris Basketball. Je sais pas, je peux prendre Ryan Boatwright pour les arrières, on va forcément parler de John Bégarin sur les ailiers. Tous les joueurs ont augmenté leur niveau de performance, ce qui fait qu'aujourd'hui Paris respire, n'a pas, tu le disais, son maintien, ce profil en tout cas, mais on voit une équipe de basket qui joue au basket, et c'est déjà un point on avait un peu peur au mois de février. Je sais pas si comment toi ce que t'en penses. Ouais, pour revenir sur le début de ton argumentaire, je suis d'accord avec toi que autant offensivement, c'est vraiment les individualités pardon, qui ont pris le pas, mais en défense, on sent vraiment un nouvel élan collectif. Les rotations sont bien meilleures. Il y a des ajustements par rapport à certaines équipes où il y a des défenses très agressives, mais agressives ou comment dire, dans la communication, c'est très bon. Et du coup, bah, ça fait que t'arrives à vraiment shut down par moment certaines parties du match face à certains adversaires. Donc c'est très positif d'avoir, et c'est ce que Jean-Christophe Prat veut toujours dans ses équipes, que ça parte de la défense de manière collective pour qu'après, en attaque, ça puisse dérouler et ça puisse notamment se créer beaucoup plus de jeux de transition et qui, bah, on le sait, avec les joueurs qui composent l'effectif de Paris, ça peut que le bonifier parce qu'il y a des joueurs qui sont excellents sur ces phases de contre-attaque. Donc voilà, et puis ouais, c'est vrai que là, on peut peut-être commencer par le début de la chaîne, et les arrières pour commencer. On peut se laisser peut-être Kyle Allman parce qu'on a beaucoup tensé Ryan Boatwright cette année. Mais là, franchement, il faut le dire, et on l'avait déjà vu un petit peu depuis le retour de la trêve contre Le Mans et contre Monaco. Il va de mieux en mieux, et je trouve que là, il est vraiment au niveau auquel on l'attendait en début de saison. Et même en défense, voilà, je trouve qu'il s'est presque mis au niveau de ses coéquipiers. Et donc c'est très positif, et surtout qu'en plus là en ce moment il a vraiment un pic d'adresse assez phénoménal. Donc forcément ça fait qu'il tout de suite quand ton meneur titulaire est au niveau auquel il doit être, bah forcément tu arrives à être compétitif par rapport à tes adversaires. Ah, complètement. Sur Ryan, ce que je peux rajouter aussi, c'est que lui, il a haussé son niveau de jeu. Et ce qu'il faut aussi que Paris est dans les matchs, en tout cas dans les 4 matchs, Paris a été derrière quasiment tout le temps, mais est passé devant sur les 3 premiers en fin de rencontre. Et ce qui permet de ne pas lâcher, de ne pas passer à -20, comme ça aurait pu être le cas à Strasbourg. Y a Ryan Boatwright d'un côté qui fait ses matchs. Mais derrière, il y a Milan Barbic aussi qui commence à retrouver aussi un niveau de jeu correct, niveau de jeu qu'il attendait peut-être d'avoir depuis le début de saison, mais il y a eu des blessures, il a eu du mal à trouver du rythme. Aujourd'hui, là, Milan, il enchaîne les rencontres depuis le retour de trêve, lui aussi, et ça va pas mal. Mais pour revenir sur Ryan, effectivement, c'est l'adresse, les tirs qu'il prend, la sélection de tirs est pas forcément meilleure. Par contre, juste le talent qu'il a et qu'il montrait pas forcément depuis le début de saison, mais le talent là dont il fait preuve depuis 2, 3, 4 semaines permet à Paris d'avoir des opportunités en attaque, plus d'options, plus de spacing pour créer et trouver soit d'autres coéquipiers. Mais lui, scorer, là contre Rouen, il met 25 points. C'est son record avec Paris, c'est son record de la saison. On l'avait jamais vu autant scorer, autant être à l'aise avec son tir extérieur depuis qu'il est arrivé, ça fait plus d'un an. Là c'est criant, et il est en vraie confiance, euh, comme un peu, comme un peu la saison dernière, non? Je sais pas, tu sais, tu te souviens, en fin de saison, il avait été très très bon. Je retrouve peut-être un peu de ce Ryan Boatwright là en ce moment. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu dans le même timing, on va dire, même si les matchs ne s'enchaînaient pas de la même manière, mais c'est un peu ça. Et plus globalement, ça va être un peu le fil rouge de ce podcast, mais l'adresse débloque beaucoup de choses pour les joueurs de l'effectif de Paris. Tu mentionnais Milan Marbic, forcément, quand son adresse va mieux, et ben, il peut développer tout son attirail du meneur complet et polyvalent qu'il est. Même chose pour Juan Bégarin. Et on se faisait aussi, pour terminer sur Botwright, on se faisait la remarque en off que, notamment dans les critiques qu'on pouvait avoir sur lui, c'était sa tendance assez fâcheuse parfois à monopoliser le ballon sur certaines possessions, à le garder 10, 15 secondes pour au final donner un peu une passe et en gros un tir un peu débrouille-toi à ses coéquipiers. Et là, je trouve que quand il prend le ballon, et ben tout de suite,
il s'en sert pour faire quelque chose, soit redonner le ballon à un coéquipier, ou soit prendre une initiative personnelle, mais il est plus là à garder le ballon 2-3 secondes et du coup à faire que la défense adverse se replace. En fait, dès qu'il a le ballon, il profite du potentiel décalage qui a été créé avant pour lui aussi créer quelque chose ou tout simplement aller finir. Et je trouve que c'est très positif et je pense que c'est aussi là sur les derniers temps le retour de Milan Barbic qui est mieux et donc à qui on peut donner un peu plus la balle et qui fait que peu importe que Alman sorte, et ben Botwright est déchargé de la responsabilité de porter la balle et je trouve que pour lui que c'en est que plus bénéfique pour l'équipe. Et tu vois, tu parles d'Holman et Ryan, je trouve pas encore qu'ils sont capables de performer à deux côtes, enfin, côte à côte, de manière régulière C'est de soliste contre Strasbourg. un petit peu. Voilà, non mais contre Strasbourg, c'est Ryan qui se met en avant. Contre Gravelines, le match d'après, c'est Holman et Ryan est un peu plus en retrait. Là, contre Rouen, bah, c'est Ryan, un petit peu Holman, mais il a eu beaucoup plus de difficultés à scorer, même s'il met 18 points. Enfin, je ne l'ai pas trouvé très très à l'aise. Et même ça, c'est des choses, je me souviens en début de saison, on en parlait quand Ryan, il doit mettre une vingtaine de points lors du premier match contre Dijon. Pareil contre Gravelines, justement, au match aller. Je me souviens qu'on avait notifié le fait que euh, il y avait une individualité qui fonctionnait et le collectif suivait pas. Et pour l'instant, en fait, du moins sur le mois de mars, là, t'as un des deux qui est très fort, mais aussi sur les autres postes du Parisien, je sais pas, au moins un ailier et peut-être un intérieur, ou au moins un intérieur parce que Sleva et Kamagaté sont dans une bonne forme aussi. Tu t'es pas forcé d'avoir le collectif qui suit à chaque fois parce que tu as des individualités qui prennent ensemble l'équipe sur leur dos et qui est capable de l'amener soit à rester au contact pour aller chercher derrière la victoire, soit justement dans le money time pour aller la chercher. Ryan notamment contre Nanterre avec le tir de la victoire. Holman avec les points en fin de rencontre contre Gravelines. Et bah, pour l'instant, en fait, ce qui est bien, c'est que sur les derniers matchs, il n'y en a aucun des. Enfin, il n'y en a jamais un qui se rate. Il y en a forcément un des deux qui, pour l'instant, depuis, on va dire, le mois de mars, trouve de quoi se mettre en avant et faire mal à l'adversaire suffisamment pour aller l'emporter. Ouais, c'est totalement ça. Et Alman, juste pour dire un mot, c'est juste qu'il est dans la continuité de sa saison et qu'il a en plus été encore une fois clutch sur les derniers matchs et puis il a une capacité à se frayer un chemin vers le cercle qui est quand même assez folle. Quand on se dit qu'il n'a pas été sélectionné au All-Star Game, bon, quand on voit le reste de sa saison, après, il y a du monde qui peut aller au All-Star Game en Betclic Elite, mais on se dit que bon, c'était un petit peu dommage. Mais voilà, il est toujours aussi fort et tu vois, même dans les matchs où il paraît un petit peu moins bien, au final, il arrive quand même comment dire, à mettre sa quinzaine de points au moins. Là, comme tu le citais contre Rouen, il en met 18 sans forcément paraître étincelant. Mais voilà, je trouve qu'il a une certaine. Même si voilà, il a un jeu énormément basé sur un contre un, je trouve qu'il arrive à avoir une certaine régularité sur l'ensemble de la saison et c'est ce qui est très intéressant. Et voilà, c'est le recrutement XXL qu'a fait Paris cette saison. On ne pensait pas forcément, au début de saison, on ne le connaissait pas beaucoup, mais on remarque qu'il est tellement précieux pour Jean-Christophe Pratt que voilà, c'était vraiment un recrutement gagnant-gagnant. Je te propose qu'on passe sur les ailiers. Et alors, poste d'ailier, Sur un pour moi, ailier même, presque. Presque bah, un en fait, seul. sur un ailier et sur un ailier. Alors, je l'ai dit, Toupane s'est blessé, je crois que c'est au mollet, si je dis pas de bêtises. Blessure au mollet, il doit revenir là dans les matchs, semaines qui arrivent. Donc, moi, pour être très sincère, au moment où Toupane est blessé, moi j'ai eu un peu peur honnêtement parce que Paris avait toujours 8 victoires au compteur. C'était avant d'affronter Nanterre. Et je me suis dit, oulala, attention, parce qu'on l'avait aussi notifié dans le dernier podcast. À l'aile, c'était vraiment pas ça en termes d'adresse. Et puis Jean Bégarin a écouté Lilian, je pense, sur le dernier podcast, et il s'est complètement réveillé. Peut-être pour te lancer Lilian là-dessus, en fait.
Moi, je trouve que alors, Paris à Rouen a joué sans Johan Bégarin, sans Axel Toupane. Et je trouve que sur ce match-là, eh ben, ça a montré toute l'importance que Johan Bégarin sur les derniers matchs, mais que ces deux ailiers ont sur l'équipe, c'est-à-dire à créer du lien entre tes postes arrière, tes postes intérieurs. Enfin, normal aussi, c'est le rôle de l'ailier. Mais vraiment, ça offre des solutions d'avoir ces deux-là en termes pour switcher sur des postes un peu particuliers, poste 4, voire poste 2 pour Johan qui est capable de shooter. Je- Voilà, moi j'ai trouvé que vraiment, ils ont manqué contre Rouen, notamment Johan, sur cet aspect-là. Et il montre comment il a été important là, contre Nanterre. C'était indécent. Contre Strasbourg, moi j'ai pas vu le match, j'ai vu que des highlights. C'est dingue, dingue, dingue ce qu'il est capable de réaliser. Et peut-être pour te lancer Lilian là-dessus, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de Johan Bégarin là sur les 3-4 matchs qui viennent d'avoir lieu? Ah, franchement, je sais pas trop quoi en penser parce qu'on est passé d'un joueur au dernier podcast qui avait des difficultés sur son shoot extérieur, mais ça on le sait. Et pour l'instant, c'était on va dire en travaux avec Juan. Et en un mois, c'est devenu un jump shooter à 3 points, mais même pas simplement un jump shooter. Il nous met des pull-ups façon. Je n'aurais même pas qui prendre en exemple, mais regardez juste le type de tir que Juan prend à 3 points et qu'il met. Il n'a jamais, mais au grand jamais, pris ce type de tir avec Paris. Et c'est ce qui est fou, c'est que il Non, n'était il les pas a jamais forcément. rentrés. Et même, il les prenait pas si souvent que ça quand même. Il prenait quand même une majorité de catch and shoot. Et là, il est passé de je galère à mettre mes catch and shoot à je mets avec une aisance insolente des shoots après dribble. Donc, franchement, je l'explique pas vraiment. Et c'est ce qui fait toute la différence pour Paris. On a 6 sur 9 contre Nanterre à 3 points, 4 sur 8 contre Strasbourg. Forcément, ça te fait bondir l'adresse et on le voit sur les derniers matchs de Paris, l'adresse elle est au-dessus des 40% à 3 points et ça fait toute la différence. Mais franchement, quand on parle voilà, de joueurs qui ont haussé leur niveau de jeu, bah, des fois il y a pas 10 000 analyses à faire. Vous regardez juste les highlights de Juan, vous vous dites c'est pas le même joueur il y a un mois et aujourd'hui. Et comment l'expliquer? Bah, je sais pas, il y a juste eu je sais pas, il y a eu ça a cliqué dans sa tête ou dans son poignet. Et franchement, là, je suis un peu. J'ai encore regardé les highlights juste avant le podcast pour vraiment y croire, mais j'y crois toujours pas. Moi, j'étais à Nanterre et la fin de match, elle était juste devant nous avec Antoine. Et c'est quand il rentre ces deux tirs à 3 points en prolongation sur la tête de Mokoka où il prend la balle, il dribble deux fois, il cross, il shoot. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible que. Parce que c'est vrai que si tu fais le comparatif avec ce que tu as vu, je sais pas, en mois de janvier, début février, enfin, on était loin du jeune Mégain qui est capable de faire. Enfin, voilà, là, c'est le très très haut panier, très très haut niveau du championnat, ce qu'il est en train de proposer. Et simplement, en fait, il fait gagner son équipe, ce qu'il n'était pas forcément capable de faire dans des matchs serrés. Là, son tir extérieur euh, est complètement réglé, mais il surperforme, il faut pas se mentir non plus. Ouais, ouais. Mais, il- encore une fois, comme on parle d'individualité, il permet à Paris de ne pas être décroché, ou alors il permet à Paris de revenir. Contre Gravelines, c'est lui qui initie ce retour de l'équipe avant que Holman finisse le travail. C'est lui qui va aller chercher les rebonds difficiles, c'est lui qui va aller scorer un ou deux n1. Alors encore, il y a les lancers francs qu'il n'arrive pas encore forcément à mettre. Il a 2 sur 6, je crois, à Rouen. C'est pas terrible, mais au-delà il est en confiance sur son tir, peut-être qu'il est juste en train de prendre un statut sur cette fin de saison de joueur dominant ou du moins de joueur nécessaire pour Paris pour pouvoir gagner des matchs. Et c'est peut-être là parce que Paris a manqué un peu de ce type de joueur-là. Toupa n'a pas encore su le faire régulièrement et dans la durée. Et là, pour l'instant, là, en 3 matchs, puisqu'il s'est blessé sur le dernier, il a vraiment su montrer en fait ce caractère peut-être. Et en plus d'avoir donc cette adresse insolente d'un joueur qui est d'un tout autre niveau. Je me souviens, Jean-Christophe Prat, après le match contre Nanterre, dit il a montré pourquoi il a été drafté. Pour moi, c'est pas non plus son type de performance habituelle, ce qu'on a vu contre Nanterre, ce qu'on a vu contre Strasbourg, mais
il montre qu'il en est capable, en tout cas. Je pense que c'est peut-être ça, pour moi, la finalité de sa série de matchs. Ouais, puis pour rebondir sur ce que tu disais sur peut-être le statut qu'il est en train de prendre, c'est vrai qu'au-delà de la difficulté des tirs, moi ce qui m'a impressionné c'est la manière dont il les prend. C'est pas des tirs fin de possession où il faut absolument les prendre. C'est vraiment des fois, c'est lui qui se recule et il se dit allez là je vais faire deux trois dribbles entre les jambes et je vais te shooter sur la tête et il le met. Et c'est ça qui est un petit peu frappant. Comment il mettait plus un tir et d'un coup il se dit le match à Nanterre il en a mis. Il a pris confiance et du coup, il se dit qu'il peut les prendre. Donc, soit. Je pense que aussi, voilà, c'est à voir dans la durée maintenant. C'est un pic de performance. Il faut voir s'il arrive à reproduire cela. Mais ce qui peut me faire dire qu'il a peut-être déjà franchi un mini-cap, c'est le match face à Gravelines. Justement, il est un petit peu moins en réussite à 3 points. Mais il prend de mémoire 2 tirs à mi-distance. Et c'est le type de tir qu'on ne le voit pas prendre. C'est feinte à 3 points et je vais comme si je vais driver, mais je m'arrête au lancer franc et je tire. Et ça, c'est pas forcément des choses qu'on le voyait faire avant. Juan, c'était soit 3 points, soit drive. Et s'il arrive à ajouter cette petite. Encore cette flèche à son arc, bah, il va devenir diablement dangereux. Et, euh, et voilà, franchement, là, je sais pas, peut-être on va choisir un autre joueur à critiquer, ça va être difficile sur le podcast là, et peut-être qu'il va encore plus performer, parce que c'est un petit peu ce qu'on avait fait avec Juan, mais là, franchement, Juan, chapeau, il y a rien à dire, et puis tant qu'il continuera comme ça, Paris va encore engranger pas mal de victoires sur la fin de saison, quoi. Non, c'est clair. Et puis il est bien épaulé, entre guillemets, puisque même Gauthier Denis retrouve Hmm. un meilleur niveau que ce qu'on a pu voir aussi. C'est vrai, voilà, comme on le dit, on le répète depuis 20 minutes, le thème de ce podcast, c'est vraiment les joueurs qu'on step up. Même Gauthier Denis, alors je crois qu'il met 0 points contre Nanterre, il n'est pas excellent, mais il est capable de mettre entre 6 et 9 points là, sur les 3 derniers matchs à chaque rencontre. Il met des tirs à 3 points difficiles, ce qui est. Enfin, c'est sa qualité numéro un et ce qu'il était un peu censé faire depuis le début de saison, ce qu'il n'a pas forcément fait avec réussite. Et là, je le retrouve aussi mieux, peut-être mieux intégré aussi dans les systèmes offensifs de Jean-Christophe Prat. C'est vrai qu'en début de saison, beaucoup de tirs étaient des tirs un peu casse-gueule et bah, de la fin de possession, comme tu citais avec Ryan Botwright qui attend 15 secondes pour donner un ballon. Ou alors, vraiment souvent d'ailleurs, c'était des tirs de fin de possession. Et là, il prend des tirs qu'il est capable de rentrer, des tirs en mouvement dans le corner, et vraiment, il apporte en plus ce spacing, etc. Mais peut-être qu'il est un peu moins défendu en petit parce qu'il était un peu moins bien en ce moment. Je sais pas trop comment voir sa situation, mais là, il est de mieux en mieux et il fait un bien fou aussi en sortie de banc lorsqu'il doit rentrer pour Paris, quoi. Je pense que pour le coup, Gauthier bénéficie d'un collectif qui va mieux, et du coup, lui aussi va mieux, et du coup, bah voilà, Alman joue très bien, Botwright joue beaucoup mieux, Juan est en ce moment incandescent, t'es un petit peu obligé de faire des choix, je pense, en cours de match. Et Gauthier a peut-être un petit peu plus d'opportunités, même si je trouve que ses tirs n'ont pas réellement changé. Mais voilà, en tout cas, maintenant il les met. Bah, c'est toujours un peu ça avec les shooters, hein. De toute façon, c'est des moments, c'est des séries. Il n'est pas particulièrement chaud là, mais il met les quelques tirs qui font du bien à Paris et qu'il ne mettait tout simplement pas cette saison. Donc ça fait du bien et je trouve il bénéficie aussi. Il joue pas mal de minutes avec Thunderberg et Thunderberg a un rôle très très simple de poseur d'écran, de roller. Et je trouve que eh ben, ça va bien pour Gauthier qui bah, prend la majorité de ses shoots derrière un écran et Thunderberg en pose plutôt de bon. Et je trouve qu'il profite aussi de son arrivée, mais c'est également le collectif qui va mieux et donc Gauthier Denis va également beaucoup mieux. Juste, je regarde ses statistiques à Gauthier. Cette année, il est à 35% à 3 points. C'est sa pire saison depuis 3 ans en termes de pourcentage. Et pourtant, C'est ce qui sa est pire déjà saison. c'est pas si mauvais, 35% à 3 points, c'est pas non plus. Ouais, mais pour un garçon qui. Il existe plus par le drive en Betclic Elite, il Oui, oui. existait un petit peu en Pro B, mais son drive n'est pas suffisamment bon en Betclic Elite, donc il l'utilise pas.
trop capable à mi-distance. C'est vraiment du 3 points parce que c'est là où il est vraiment hyper dangereux. Et c'est sa saison où il a les moins bons pourcentages avec le moins de shoots pris. C'est là où c'est un peu compliqué peut-être l'adaptation pour Gauthier cette saison. Je te propose peut-être qu'on passe, parce que le chrono tourne, et qu'on passe sur nos intérieurs. Euh, Il y a 3 profils. On a DJ Thunderberg, on a Dustin Slaver, on a Ismail Kamagaté. De qui tu veux parler en premier? Bah, peut-être de Thunderberg, parce que c'est quand même celui dont on a moins parlé, même si, bon, voilà, on l'a pas. J'en ai déjà touché un tout petit mot, il ne joue pas énormément de minutes, je crois que c'est à peu près une dizaine par match. Mais si on reprend ce qu'on avait dit au moment de son arrivée, je pense que c'est le rôle qu'on lui avait décrit et qu'il a avec Paris, du coup. C'est-à-dire vraiment venir combler les minutes pour que Ismaël Kamagaté et Dustin Silva puissent un peu se reposer, slash les moments où ils sont pénalisés par les fautes. Et, euh, et je trouve que même s'il a, voilà, il a pas dans les chiffres, c'est vraiment très minoritaire son impact, pardon. Mais je trouve que voilà, même s'il est pas, il a pas déjà, il a pas énormément de ballons en attaque, s'il est pas étincelant, c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve qu'il fait le boulot, qu'il n'est pas non plus négatif pour l'équipe. Donc au niveau auquel en ce moment sont en train de nous habituer Kamagaté et Sleva, pour un mec qui joue 10 minutes, je trouve que c'est largement suffisant, même si bon, on aurait peut-être pu en attendre plus, mais moi ça me satisfait grandement. Après, en plus, non plus, c'est quand même un pisis médical qu'on a pris au mois de mars. Tu peux pas non plus t'attendre à des miracles et un joueur qui va révolutionner ton effectif. Et de Non, toute non, manière, mais c'est pas le but. oui, c'est pas le but. Alors, je vais peut-être commencer par les circonstances atténuantes, vu que je suis moins insatisfait que toi, on va dire, sur son profil, Tu l'as plus sur vu le que moi, joueur. donc tu peux être un peu plus dur. C'est pas faux. Bon, sur les circonstances atténuantes, c'est vrai que de toute manière, il arrive pour 15 jours, 3 semaines, peut-être un peu plus qu'à la fin de saison. Là, il a été prolongé jusqu'au 15 avril, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, il n'est pas arrivé dans la meilleure situation pour pouvoir produire. C'est vrai que sa production, c'est pas là-dessus où on l'attend. Voilà, aujourd'hui, il tourne à 2,3 points, 1,5 rebonds, 0,5 interceptions. Voilà, c'est de toute manière pas là-dessus qu'on l'attend. Maintenant, je le trouve vraiment perdu sur le terrain. Ce qui est aussi logique parce que il arrive dans un nouveau collectif avec des nouveaux systèmes à apprendre qui sont pas faits pour lui surtout. Mais je trouve vraiment que depuis, bah là, il a joué 4 matchs. Normalement, au bout de 4 matchs, tu devrais quand même voir des améliorations. À Nanterre, c'était très sommaire comme utilisation, mais de toute manière, c'est normal. Mais je trouve vraiment à Rouen, autant défensivement qu'offensivement. Alors, défensivement, tout le monde a pris l'eau parce que tu as pris 99 points. Mais je trouve que dans les deux côtés du terrain, il était vraiment négatif en fait pour son équipe. Négatif, autant que malheureusement elle a pu être pas comme Dadier lorsqu'il est rentré. Et je crois que même les deux ont été un moment sur le terrain ensemble. Je crois dans le deuxième quart-temps, c'était pas bien fou. Et je trouve qu'on n'utilise pas assez son profil, parce qu'il est très bon ballon en main, mais on n'arrive pas à le trouver. Et quand il a quelque chose, quand il a le ballon en main, ça peut être pas mal. Encore une fois, contre Rouen, contre Rouen, je pense en fait plus qu'on est sur un match où il est vraiment pas dedans. Il y a une séquence, il reçoit la balle au poste 2 fois de suite, mais vraiment, je sais pas, 2 fois sur 2 ou 3 possessions. Il a la balle, il fait marcher direct. Il a pas le temps de poser le premier dribble, il fait marcher et les arbitres sifflent. Et tu perds 2 ballons comme ça contre Rouen, il perd entre 1 et 2 ballons par match alors qu'il a très peu la balle en main. Moi, ça me dérange un petit peu sur sa production et sur ce qu'il est capable de faire. Ouais, je suis d'accord. Bon, ouais, je te rejoins sur le fait que, par contre, ouais, il a vraiment l'air de temps en temps perdu. Mais ce qui est normal aussi. Et après, voilà, est-ce que son profil est vraiment adapté à Paris? Bah, Je ne sais pas moi, après. moi, je, moi, je, moi, je te dis, limite, le profil, j'aime bien. Et je t'aurais dit que s'il était là depuis le début de saison, j'aurais trouvé ça cohérent, en tout cas. Par rapport au joueur qu'il est, grand, capable fort attaquant, capable de dissuader un petit peu et de protéger le cercle. Moi, je trouve que c'était cohérent, en tout cas, le choix qui a été fait.
Pour l'instant, il n'est pas ultra payant, mais encore une fois, Paris gagne des matchs, donc il n'est pas payant, mais en tout cas, il fonctionne tant que Paris gagne des matchs. Je crois que c'est le principal. Hein. Et il a commencé à Nanterre, et il a commencé par 3 victoires de suite. Donc bon, on peut pas non plus jeter trop la pierre sur Thunderberg. On va pas le trop lui jeter la pierre, ça se trouve, la semaine prochaine, il est plus là. Donc là, il a assuré de jouer le match contre Fos, et le 15, ce sera juste avant l'Asvel. Donc voilà, à voir. C'est tout, mais après. Prolongé. Voilà, donc nous on est là, quand on enregistre, on est samedi soir. Amarassi a des tests dimanche pour savoir s'il peut revenir à l'entraînement. À mon avis, Thunderberg devrait rejouer contre l'Asvel, je pense. Oui, il re-signe au moins une semaine. Voire Dijon. Moi, je pense qu'il sera là pour Dijon et je suis pas sûr après que derrière il puisse enchaîner début mai là, pour le stretch de 4 matchs qui a en fin de saison. Je te propose peut-être qu'on passe sur Dustin Sleva. Il faut un petit peu en parler du monsieur qui... tiens, je te laisse peut-être commencer, mais moi je le trouve fidèle à lui-même. Et comme il est fidèle à lui-même et qu'autour ça marche un peu mieux, il rayonne encore plus. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Pour le coup, Dustin Sleva, c'est vraiment l'archétype du joueur qui, semaine après semaine, il te livre les mêmes prestations. Toujours très bonne, il remplit la feuille à chaque fois. Et c'est un joueur aussi, c'est comme, même s'il a de très bons moves en 1 contre 1, c'est quand même malgré tout un joueur d'équipe. Et comme tu le dis, bah voilà, quand ses rebonds off sont fructifiés d'un panier derrière, quand ses passes trouvent preneur, bah tout de suite, il rayonne sur tout le jeu. Mais je sais même pas si on a vraiment besoin de s'étendre sur Dustin, tellement au final, il fait vraiment une saison accomplie maintenant depuis quelques mois. Et puis voilà, il est tout simplement très fort, quoi. J'ai pas regardé ses stats, mais moi, il y a quelque chose qui m'a peut-être un peu surpris récemment. C'est son utilisation au large. On le trouvait un peu moins en début de saison. Quand il a eu du temps de jeu à partir du mois de décembre, on le trouvait un peu plus facilement, on va dire, à niveau 3 points. Mais là, encore une fois, comme Ryan Boatwright, il tire il lance des bombes à 10 mètres, comme John Béguin, il en plante 6 dans un match. Et Mateka, tu peux trouver d'autres hommes au large. On faisait l'exemple de Gauthier Denis il y a 5 minutes. Et pareil, là, avec Dustin Sleva. J'ai pas du coup les chiffres en tête avec Dustin, je vais les trouver juste après. Mais je trouve vraiment l'adresse à 3 points de Dustin. En tout cas, moi, l'impression visuelle que ça donne, c'est il est ouvert à 3 points à 45 degrés, ça va rentrer. Et là, bah voilà, sur les 3 derniers matchs, il en a pas raté un seul, il est à 6 sur 6. Donc, l'impression visuelle que j'avais était la bonne. Assez incroyable le niveau, je trouve, de Dustin là-dessus, qui en plus, comme tu l'as cité, noircit la feuille à chaque match. Moi, sa science du rebond offensif me scie à chaque fois. Enfin, Ouais. il prend des rebonds offensifs comme personne. Hein. Il est à 12 rebonds offensifs en 2 matchs. Hein. Contre Gravelines et contre Rouen, c'est 6 rebonds offensifs. Donc c'est fabuleux, enfin c'est incroyable. Et il est vraiment un chaînon obligatoire et nécessaire aussi à Paris pour gagner. Bah, Paris a 2 intérieurs, un intérieur qui prend tous les rebonds par sa taille, et un intérieur qui prend tous les rebonds juste par son placement et comment dire, l'analyse qu'il peut faire de la balle pour savoir un petit peu la trajectoire qu'il a. C'est vrai que les stats au rebond offensif sur les 4 derniers matchs sont assez folles, même au rebond plus global. Et quand tu as un joueur qui te donne 6 possibilités de réavoir une position, c'est quand même dans un match. En moyenne, une équipe, ça tourne à 10 rebonds off par match à peu près. Bah déjà, si tu as un joueur qui t'en prend 6, franchement, ça fait déjà toute la différence. Et surtout, faut pas oublier que Paris est l'une des pires équipes au rebond du championnat. Hein. Donc t'as pas des meilleurs, mais en tout cas 2 très bons rebondeurs à l'intérieur. Ça prouve peut-être aussi la faiblesse parisienne sur les extérieurs, sur la capacité à choper des rebonds. Mais en tout cas, voilà, Dustin Sleva très haut niveau. Et donc, tu l'as cité, Ismaël Kamagaté, capable de prendre des rebonds par sa taille. Peut-être je te laisse commencer sur les 3 premiers matchs. Les 3 victoires, en tout cas, pareil, gros, on l'avait vu
très en forme, notamment contre Bourg-en-Bresse mi-mars. Et là, il continue lui aussi à prouver que ça peut être un garçon qui peut produire un peu dans la régularité. Ouais, et puis un petit peu à l'image de Juan, mais on commence à le voir un petit peu plus depuis déjà un petit moment. En attaque, Ismaël, il continue à ajouter des choses, quoi. Contre Nanterre, j'ai de mémoire, il met un skyhook, je crois, et puis à un moment, ah non, il met deux tirs mi-distance, ligne de fond, dont un en one leg. Ouais, non, non, Enfin, en se retournant et tout. et on le disait déjà dans le précédent podcast, mais ces tirs-là, il n'hésite même pas à les prendre en fait. Et c'est de sa propre initiative. Et on sait qu'avec Ismaël, bah, ça a souvent été son petit défaut au début, justement, d'avoir confiance en lui et de prendre des tirs. Et maintenant, il en a plus rien à faire. Ça peut être le début du match, ça peut être son premier tir. Il va essayer de le prendre. Et c'est ça qui est fou, quoi. Parce qu'en défense, il est toujours aussi bon, mais c'est vraiment en attaque, pas tous les matchs, mais quasiment maintenant tout le temps il peut apporter et contribuer avec Sleva et ça te fait du coup un duo intérieur très complémentaire et diablement redoutable. Alors, moi, petit bémol, du coup, parce qu'il faut bien, des fois, dire un petit bémol sur Ismaël. Moi, j'ai pas du tout aimé son match contre Rouen. Je trouve que c'est même l'un de ses pires matchs de la saison. Je dirais que c'est le Portel depuis en décembre. Il finit avec 10 dévals, 3 sur 7 à 2 points, 8 rebonds. Enfin, c'était techniquement, enfin, en termes de statistiques, c'est pas un mauvais match. Je trouvais vraiment que, par contre, offensivement, c'est vrai qu'il tente beaucoup plus. Contre Rouen, moi j'ai trouvé qu'il a fait juste n'importe quoi du début à la fin. Et que ses décisions étaient pas bonnes. Les tirs qu'il prend, du coup, un peu surprenant, comme tu le citais. Il y en a un ou deux où vraiment je me dis c'est un peu trop. Euh, et où il pose trois dribbles. Il y a un moment dans la raquette, il met un dribble, il pose un dribble dans le dos, mais enfin, techniquement, oui, il a des mains. En vrai, il a des meilleures mains que ce qu'on peut croire. Mais il faut pas non plus forcer, c'est pas non plus ses qualités numéro un. Et si tu commences à faire des choses comme ça, j'ai plus en tête combien de ballons il perd, je crois que c'est deux ballons. Et enfin, j'ai pas trouvé offensivement son boulot excellent. Et le problème, c'est qu'en défense, s'est fait complètement attaqué par deux hommes. Alors, il était face à Boubacar Touré dans un premier temps, en première mi-temps, et Boubacar Touré a été inexistant. Ce que je me suis dit, moi je me souviens du match contre Rouen, enfin tout le monde se souvient du match contre Rouen au match aller à Paris. C'est Ismaël Kamagaté a claqué 9 contre. Je me dis peut-être que Boubacar Touré il l'a dans un coin de sa tête, bon il l'avait complètement oublié visiblement. Mais Juvan Terzic et Jacques Kinan Gant, eux, shoot à 8 sur 8 à 2 points et 8 sur 9 à 2 points, je crois, les deux. Pour le coup, alors il est face notamment à Redic, je trouve que c'est pas normal. Et justement, Paris a été beaucoup mieux contre Rouen lorsqu'il est sorti et Jean-Christophe Pratt a testé Dustin Slever en 5 avec une équipe small ball. Voilà un peu mon bémol, on va dire, sur Ismaël. Mais c'est vrai qu'en tout cas, tu l'as cité, il prend ses tirs de plus en plus, de mieux en mieux. Et de toute manière, il est obligé, s'il a envie d'avoir un contrat garanti en NBA l'année prochaine et d'être drafté dans les 30 premiers, il va être obligé de montrer ce genre de choses assez vite. Et puis ça reste un jeune joueur et je pense qu'il est aussi, pour revenir à ce que tu disais au début, sur peut-être qu'il a fait un petit peu n'importe quoi contre Rohan, il teste aussi ses limites en match, je pense, et peut-être qu'il essaye de voir ce qu'il est capable de réaliser maintenant, ce qu'il sera peut-être capable de réaliser dans le futur. Et donc du coup, en plus, quand t'es un pivot, que t'as pas forcément le dribble qui est très fiable, que aussi même dans ta, comment dire, dans ton, tu ne maîtrises pas forcément ton corps à la perfection comme peut le faire par exemple un meneur ou un ailier dès le plus jeune âge. Et donc voilà, moi je me dis que Ismaël teste ses limites en attaque et puis en défense, voilà, oui, il peut y avoir un petit peu de relâchement par moment. Et puis aussi, je trouve que Paris a vraiment été agressif défensivement sur les derniers matchs et forcément, quand tu montes très haut, et ben tu peux des fois laisser des espaces derrière toi et donc forcément les intérieurs adverses peuvent en profiter. Ah bah, c'est exactement ce qui s'est passé contre Gravelines, jusqu'à ce que Paris trouve un peu la solution en défense, mais c'est pendant trois quarts temps, Paris s'est fait pilonner à l'intérieur comme jamais, hein. Et ça m'avait pas un peu surpris, mais quand même, enfin, je trouvais vraiment Ismaël Kamagaté
limite tout seul en fait, à essayer de gérer les drives de Graveline, de Jenkins, de Hill, trop tout seul, quoi, trop seul. Peut-être avant de finir, un petit mot sur le calendrier qui arrive. On l'a dit, pareil, est 14e de Betclic Elite. Va avoir 3 matchs avant une espèce de pause d'une dizaine de jours. 3 matchs, il y en a un qui est, je pense, à cocher vraiment. C'est la réception de Fos-sur-Mer de mardi. Fos-sur-Mer 17e avec 8 victoires. Qui joue un peu son va-tout. Hein. Clairement, là, c'est des matchs qui comptent double entre Paris et Fos. Voilà pour le premier match. Il y a aussi un déplacement à Lasvel, du coup, on l'a peut-être cité plus tôt dans le podcast. Le samedi 16 au soir, du coup, gros test parce que, notamment pour Ismaël, qui va affronter un Victor Wembanyama qui est pas du tout celui qu'on a affronté en novembre, qui a peut-être retrouvé un petit peu de son basket et qui en ce moment est sur un nuage. Là, cet après-midi, il a encore 20 déval et des actions complètement lunaires. Et il y aura la réception de Dijon le 19 avril, juste avant la petite trêve. Dijon 5e actuel de Betclic, qui voudra justement aller chercher son spot en playoff. Lilian, qu'est-ce qui t'inspire à ce calendrier de 3 matchs? Pour moi, tu peux assurer ton maintien contre Fos-sur-Mer. C'est un petit peu presque une finale. Ça permettrait, si tu gagnes, d'avoir ta 12e victoire, qui est, Jean-Christophe Prat le répète depuis maintes et maintes semaines, un petit peu la barrière symbolique du maintien. Mais attention, parce qu'en même temps, Fos va mieux depuis quelques temps. Ils ont eu des belles victoires. Ils ont eu 2 victoires contre Le Mans et Dijon de mémoire. Ils ont failli gagner contre Levallois. Donc c'est quand même des équipes d'un haut standing. Et si vous hésitiez à venir voir le match de Fos-sur-Mer, il y a juste un joueur qui peut vous faire venir, qui est côté des joueurs du Sud. C'est DJ Stephens, qui a joué dans le championnat de France il y a quelques années de ça, et qui est un joueur ultra spectaculaire. Et moi, je veux juste le duel Stephens-Kamagaté. Que un mette le poster ou que l'autre le compte, peu importe. Il peut y avoir un highlight en puissance. Et moi, je vais regarder ce gros duel là. Et puis voilà, franchement, on sait, en plus, fausse. Avec le passé qu'on a en Pro B, et ben, je crois que Paris n'a jamais gagné contre Fos-sur-Mer, il me semble. C'est ce que j'allais te faire comme remarque, il me semble que non. L'année dernière, en tout cas, il y a eu 2 défaites et Paris, les autres années, je ne m'en souviens plus. Donc, les autres années, Fos était en première division, il me semble. Donc voilà, c'est un peu une finale pour le maintien. Pour Paris, pas vraiment pour Fos, qui va se battre jusqu'au bout. Mais si Paris gagne, en tout cas, le maintien sera. Franchement, il y aura 9 orteils en Betclic Elite pour l'année prochaine. Ouais, tu vois, j'écoutais le podcast de la presse locale à Rouen juste avant d'enregistrer le nôtre. Ils ont dit exactement les mêmes termes pour le Rouen-Paris d'hier soir. Pour eux, c'était déjà une finale. Et ouais, ils ont remporté une première finale. Je crois qu'ils rejouent Gravelines après à domicile. Ils ont Lasvel, puis après ils jouent Gravelines. Et du coup, eux aussi le mettaient comme une finale. C'est vrai que jamais une équipe est descendue avec 12 victoires en Betclic Elite. T'as pas envie d'être l'équipe qui inaugure ce nouveau record. Ça, c'est sûr. Et tu le disais, peut-être, pour moi, Fos-sur-Mer joue une finale mardi parce que de toute manière, s'ils perdent, il y a un concurrent au maintien qui va quasiment le valider. Et pour le coup, derrière, tu dois. En gros, ils sont 4 pour 2 places qui descendent, quoi. Et Ah oui, ça va après, être le c'est ça. Portel, Après, Orléans. ça fait vraiment le trou. Ça Voilà. resserre un petit peu les équipes qui vont se battre pour le maintien, quoi. Voilà. Et surtout que si Fos-sur-Mer gagne, ça va vraiment arranger Orléans et Chalon qui affronteraient Paris. Enfin bref, il y a un vrai enjeu sur ce match. C'est vrai qu'en plus, tu l'as dit, du coup, alors, je crois que la première, en 2019-2020, ils se sont affrontés, Paris avait gagné. Mais c'est vrai que il y a un passif entre les deux équipes, c'est les deux promus, et il y en a forcément, les deux ne veulent pas descendre. Là, pour l'instant, il y en a un qui est plus parti pour descendre que l'autre. Et vraiment, mardi soir, celui qui gagne, Paris, pourra vraiment respirer et aborder la fin de saison. Pas tranquillement, parce qu'il faut quand même gagner les matchs, mais avec plus serein en tout cas. Et Fos, s'ils gagnent, tout simplement, ils vont sortir de la zone de relégation. Donc c'est
vraiment le match en termes d'enjeu. Attention à ce que l'enjeu prenne pas le pas sur le jeu, mais ça risque d'être spectaculaire. Il y a des joueurs de chaque côté qui le sont comme tu l'as cité avec DJ Stephens, ou Lassane Chroma s'il revient de blessure, parce que j'ai vu qu'il était touché lors du précédent match. Bref, il y a tous les ingrédients, je pense, là pour une fin de saison plutôt haletante. Bah, sauf si tu n'as pas de dernier mot, on va pouvoir achever ce podcast ici, Peut-être parce sur ce que point. on a peut-être juste pour le notifier à nos auditeurs, on a passé à dire que les joueurs étaient meilleurs. Un peu tout le podcast, l'analyse pourrait paraître simple, mais j'ai envie de dire que des fois au basket, c'est aussi simple que ça. Les joueurs sont tout simplement meilleurs, surtout dans un sport comme le basket où t'es que 5 sur le terrain. Forcément, il y a beaucoup de jeux. La moitié du temps, c'est des jeux quand même individuels presque. Donc forcément, si tous les joueurs de ton équipe sont meilleurs, bah, le niveau collectif et global s'en ressent forcément. Et voilà, c'est Et puis, juste et, le petit et mot puis que je voulais on a rajouter. dit, ouais, bah juste aussi peut-être pour rajouter, on a parlé beaucoup des joueurs dans ce podcast, mais il y a les rotations aussi qui sont bien meilleures du côté de Paris. Des choix qui sont bien meilleurs. Là, je repense à Juan Paris, Jean-Christophe Pratt qui décide de jouer small ball alors et de mettre Ismail Kamagaté sur le banc pour passer de -18 à -2. Des petites choses comme ça. Je trouve que aussi le coaching récemment porte ses fruits beaucoup plus que sur la première partie de saison. Donc voilà aussi, on a parlé beaucoup des joueurs, mais l'entraîneur est peut-être pas non plus à sa part en tout cas de responsabilité dans le succès parisien récent. Sur ce, on va s'arrêter ici. Je vous rappelle de vous abonner à nos réseaux sociaux si c'est toujours pas fait. Pour Instagram et pour Facebook, c'est Paris Basketball on Air. Sur Twitter, c'est @ParisB-8OnAir. Du coup, vous aurez toutes les infos sur les prochains matchs, là, les 3 matchs dont je vous ai parlé. Fos-sur-Mer mardi, le 16 contre l'Asvel à l'Astrobal, et puis la réception de Dijon le 19 avril. Nous, n'hésitez pas à liker le podcast et à le partager, à mettre des pouces bleus sur YouTube, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify si vous avez aimé. Ça nous aide aussi à faire découvrir un peu le podcast à d'autres personnes, à d'autres fans de basket français spécialement, mais à faire découvrir en tout cas notre média au plus grand nombre. Et nous, on va se retrouver peut-être à la fin de ces 3 matchs pour le prochain épisode. Merci Lilian, merci aux auditeurs et à la prochaine. Abonnez-vous sur YouTube, il y a bientôt une surprise. Salut!